Le Grand Forum sur France Maghreb 2 en ce mardi 21 janvier. Soyez les bienvenus avec notre invité aujourd'hui, annoncé depuis quelques jours. Il est avec nous et dans nos studios, le scénariste, parce que avant tout il est scénariste, Abdelraouf Dafri. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Comment allez-vous ? Je suis très très heureux et très très tendu en même temps parce que mon film sort demain. Oui, c'est vrai. Donc il y a une espèce d'entrée en scène avec le track qui précède, donc j'ai ce track là. C'est un bon track, paraît-il. À mes côtés pour vous interroger, mademoiselle Audrey Pronosti. Comment ça va, Audrey ? Ça va super, Christophe. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vous, Abdelraouf Dafri. Bonjour Audrey. Abdelraouf Dafri, donc je le disais, est né à Marseille en 1964. Vous êtes jeune. Ça y est, ça commence, les compliments. Pas de souci, Christophe. Puis vous êtes installé à Lille. Tiens, vous êtes passé du sud au nord. C'est pas moi en fait qui... Oui, j'ai bien compris, c'est vos parents. C'est mon père, il était dans une entreprise et puis le patron il a dit voilà, il y a une place là dans la succursale lilloise, qui c'est qui veut y aller. Et tous les employés ont dit non, pas question d'aller là dans le pôle Nord. Et mon père il a négocié un truc et on s'est retrouvé dans le Nord, dans une petite ville qui s'appelle Wattignies, à 15 minutes en voiture de Lille. Et j'y ai passé toute mon enfance et une grande partie de ma vie d'adulte. Bon, vous êtes scénariste français, disais-je, de cinéma mais aussi de séries télé. Et en 2010 quand même ça a été la consécration puisque vous avez obtenu le fameux César en tant que meilleur scénario original. Exactement. Pour le film Prophète de Audiard. Magnifique film que franchement moi il m'a encore laissé des traces. Vous avez créé aussi quelques séries, notamment La Commune. Oui, ça c'était il y a un petit moment. Un petit moment, mais quand même. C'était en 2007. Bah oui, donc ça a été la première série que j'ai réussi à écrire, qui était une création personnelle, qui d'ailleurs avait été refusée 4 fois par Canal+. Ah ouais. Parce qu'il l'a trouvée déjà à l'époque trop violente. Et puis un beau jour, ils ont eu un problème comme quoi les destins se fabriquent toujours d'une manière un peu inattendue. Ils ont eu un problème sur une série qu'ils devaient caser à l'antenne. Et pour finir, l'écriture s'est mise à patiner, pour ne pas dire dérailler. Et ils ont appelé mon producteur, à qui ils avaient refusé La Commune, en disant est-ce que Abdel peut nous écrire en moins de 8 mois sa série pour qu'on la mette à l'antenne. Mon producteur a dit Abdel il peut tout. Abdel il peut tout. Voilà. Et il peut même d'ailleurs être justement à l'origine du film aussi sur Mesrine, bien entendu, scénariste de Mesrine, Instinct de mort, mais aussi Mesrine, ennemi public numéro 1, gros succès au cinéma. Ouais, ah oui, 4 millions pour les 2 films. Est-ce qu'on peut dire, Abdelraouf, que vous faites partie des scénaristes français les plus doués ? Ça c'est mon petit commentaire à moi. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai lu. Je crois que j'ai du mal à dire de moi que je suis génial, même si je le pense. Vous avez raison. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. C'est ce que m'a dit ma mère. T'es grand, t'es beau, ne retire pas ton chapeau. Et donc, comment dire, oui, j'ai une cote dans le métier parce que j'ai écrit des choses qui ont eu beaucoup de succès, donc forcément je suis comme une action en bourse quoi. Quand la société se porte bien et qu'elle est saine, elle a la confiance des investisseurs. Dans l'immédiat, je l'ai. Voilà, il n'y a pas de crack sur moi. Tant mieux. Alors on peut aussi signaler Braco quand même, que tout le monde connaît. Oui. Voilà. Le Forcément. classique. Alors pour une présentation un peu plus professionnelle que la mienne, celle de Audrey Pronosti. Alors, Abdelraouf Dafri, vous êtes connu, donc reconnu, même respecté pour vos talents de scénariste, comme vient de le préciser Christophe. Mais il n'en demeure pas moins que pour beaucoup, vous êtes un mystère. Un ovni même, pourrait-on dire. Oui, parce que vous dérangez. Alors, mais bon, il faut savoir certaines choses, certains aspects vous concernant pour mieux vous comprendre. Avant de faire du cinéma, de connaître le succès, d'être celui qu'on connaît, toujours tiré à 4 épingles et à l'élégante grande gueule, en somme, d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez vécu plusieurs vies, au moins 1000 sûrement. Vous avez grandi dans un milieu ouvrier de parents algériens dans le nord de la France et vous avez vite compris, grâce à l'éducation de votre mère, une mère pour qui d'ailleurs vous vouez une admiration sans limite d'ailleurs, que le fatalisme c'était pas votre truc. Vous ne vous êtes jamais contenté d'être passif, mais plutôt d'absorber les codes de la société et de les utiliser comme une force. D'ailleurs, comme vous aimez le répéter, ma mère m'a toujours dit, dans la vie, c'est marche ou crève, et si tu sais courir, c'est encore mieux.
Oui, vous avez vécu votre vie comme un roman. Un jour, vous décidez de vous appeler Gino. Alors, avec le charme à l'italienne, forcément, ça passe mieux. Vous séduirez d'ailleurs la terre entière, comme ça. Et puis, quelques années plus tard, c'est Francis Panama qui rentre en scène pour d'autres besoins. Alors oui, sans dire long sur votre trait de caractère, vous êtes un pragmatique et un débrouillard. J'en veux pour preuve que l'une de vos philosophies de vie est la suivante. Seuls les faibles se trouvent toujours des excuses et seuls les winners se donnent toujours les moyens. Alors, à l'image de votre sens du cynisme et de celle dont vous racontez vos histoires, certains pourraient vous qualifier parfois d'empathique, de tranchant. Mais ça, finalement, c'est le cadet de vos soucis, vous l'assumez, mais complètement. Parce que franchement, c'est vrai, si avoir le courage d'exprimer sa propre vérité et de s'affirmer est un problème, vous n'êtes pas de ceux qui rentraient dans le moule, bien au contraire. Alors voilà, c'est la griffe d'Afri, c'est votre signature en lettres de noblesse, roi de la réplique acerbe et de la punchline à mettre KO le plus grand des combatifs. Vous n'hésitez pas à utiliser la violence pour vous faire comprendre et quitte à bousculer les esprits. Mais cette violence, vous savez, c'est cette violence abrupte, mais qu'on peut qualifier de pédagogique, cette violence du réel, mais moi je dirais nécessaire. Tout ça pour mieux rendre compte de la nature humaine, oui, parce que finalement, pour vous, l'être humain n'est pas bon en soi. Et vous le démontrez d'ailleurs dans l'écriture de vos œuvres. On aura bien compris que le politiquement correct, c'est pas votre tasse de thé. Ça, vous le connaissez pas. Votre truc à vous, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal parce que finalement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses, parlons cinéma, votre cinéma. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre dernier film en tant que réalisateur maintenant, 15 ans impur, et je ne vais certainement pas vous dire taisez-vous, comme votre cher ami Alain Finkielkraut, bien au contraire, usé de votre irrévérence légendaire, nous sommes tout oui. Bravo Audrey. Merci Audrey. Justement, Abdelraouf Dafri, juste un petit aparté rapide, cet épisode avec Alain Finkielkraut, vous êtes quand même aussi ce talent d'avoir réussi à faire sortir de ses gonds le fameux philosophe. Je crois qu'il n'a pas eu besoin de moi tant que ça. Je vais vous dire un truc très sincèrement. C'était mémorable quand même. Oui, c'était mémorable, mais il est bon aussi de décoder les choses quand on les a vécues, même quand c'est des moments intenses comme celui-là. En fait, j'ai lu son livre et j'ai très bien compris de quoi il parlait. Ce qu'il n'osait pas dire très clairement, mais qui était à l'intérieur, de par ses références littéraires. Et j'ai très très bien compris son discours raciste dans son livre. Comment ça s'appelait, Une identité malheureuse. Et donc, quand je suis arrivé sur le plateau, il a compris que j'avais compris son livre et que j'avais l'intention de mettre le débat sur la table et de le pousser à répondre. D'ailleurs, il le dit dans l'émission. Au début, à un moment juste avant de crier « Taisez-vous », il dit, en me pointant du doigt, il est venu pour me régler mon compte. Ça, il s'était pas trompé. Il s'était pas trompé. Voilà. Et je tenais à avoir un débat franc et intellectuel avec lui à propos de certains passages de son livre qui sont, il faut le dire très clairement, racistes à l'égard d'une population principalement maghrébine et pour la plupart de cette population de confession musulmane. Donc d'ailleurs je lui pose la question à un moment pendant l'émission, je lui demande, parce qu'il cite Lévi-Strauss, dont il détourne la parole afin de se l'approprier, parce que quand il y a un grand auteur respectable qui ne va pas dans son sens, il essaie toujours de tronquer un peu la citation pour se la récupérer, c'est son style. Voilà, c'est sa manière de faire pour faire passer son discours, et il le fait dans l'identité malheureuse. Et je lui cite Lévi-Strauss, qui était un explorateur, et je lui dis, Lévi-Strauss est allé dans des pays où moi, avec mon petit gilet, mon petit costard, je n'y mettrais pas les pieds, notamment des pays en Amazonie, rencontrer des tribus. Mais je lui fais, mais vous, Alain Finkielkraut, qui vivez en France, est-ce que vous êtes allé voir des Français de confession musulmane? Parce que n'oublions pas que la Constitution de la République française oblige les citoyens à se regarder comme des citoyens et non comme des croyants. Déjà. Donc, il me dit, non, je n'ai jamais rencontré de Français de confession musulmane. Alors, de quoi tu parles? Bah oui. Oui. De quoi tu parles, mec? Donc, bref, l'émission a été salvatrice là-dessus. C'est que depuis cette émission, qui remonte à 2013 quand même, et on n'arrête pas de m'en parler. Ah bah oui, attendez, c'est un moment culte de télé. Hein. Ouais, c'est un moment culte de télé. C'était chez Tadei. Oui, c'était chez Frédéric Tadei. Et donc... depuis cette année-là, je ne l'ai plus entendu se prononcer sur les musulmans. Donc je me dis peut-être que le fait d'avoir piqué sa crise et de s'être
auto-humilié parce Oui, que parce la que c'est réplique ça. taisez-vous, c'est lui. Ouais. Il a peut-être compris quelque chose, il a peut-être appris quelque chose. Peut-être qu'il va bien voir votre film. Justement, vous êtes là pour ça. Le film sort demain. Il s'appelle 15 ans impurs. Bande annonce, messieurs dames. Le jour de gloire est arrivé. Regarde-nous! Je veux que vous alliez dans les Aurès Nemancha et que vous trouviez le corps du colonel Simon de Limière. Dans moins de 6 jours, le napalm aura tout brûlé. Si au cours de cette mission tu t'avises de désobéir à un seul de mes ordres, je te tuerai sur place. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son pays? Il est arrivé quoi à l'arabe là-bas? Tentative d'évasion? Pire, refus de s'intégrer à la chorale. Est-ce que vous savez encore ce que c'est la miséricorde, mon colonel? Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer. Non, je vais vous montrer de quoi je suis capable quand je mets mon cœur de côté. Il est poignant ce film, messieurs dames. Franchement, pour l'avoir vu en avant-première, le film qui sort demain donc dans les salles de ciné, 15 ans impurs, en tant que réalisateur, donc Abdelraouf d'Afrique est avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronosti. Première question, toute simple. À qui s'adresse ce film? Aux Français et aux Français d'origine algérienne, dont je fais partie, et aux Français d'origine maghrébine, parce que ce film a été tourné au Maroc, et il faut savoir que pendant la guerre d'Algérie, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des frontières, et que les gens du clan d'Oujda, qui étaient composés de Bouteflika et Boumedienne, ont trouvé secours au Maroc. Il s'adresse à tous les gens du Maghreb, et il s'adresse aussi aux Tunisiens. Il faut savoir que historiquement, la première fois où l'hymne national algérien, le Kassaman, a été joué, c'était en Tunisie, lors d'une rencontre de football. Et l'équipe de l'époque, c'était ce qu'on appelait l'équipe de l'indépendance. C'était des joueurs français, des joueurs algériens, mais qui avaient la nationalité française et qui jouaient dans des clubs français, qui étaient les Zidane de l'époque, qui ont décidé de quitter leur club français pour aller jouer en Algérie. C'était l'équipe de l'indépendance. Et ils ont été tricards un peu partout, puisque la fédération de football ne les a pas reconnus. Et ils sont allés jouer en Tunisie dans une coupe africaine, et ils ont gagné contre la Tunisie, ils ont gagné contre le Maroc, et c'est la première fois, et ça a beaucoup énervé le général de Gaulle, qu'on a entendu le Kassaman, l'hymne national algérien, et c'était en 58 je crois, lors d'une rencontre de football avec une équipe dont les joueurs s'étaient carrément bannis des clubs français en prenant position. C'était le 11 de l'indépendance pour défendre leur pays, alors que la France était en guerre contre l'Algérie pour la guerre d'indépendance. Alors, moi, je vais suivre le même raisonnement. En fait, comment... parce que ça fait déjà un moment donc, que vous êtes dans le cinéma, on l'a rappelé. Comment vous est venue donc, justement l'idée de faire ce film concernant justement la guerre d'Algérie? Et pourquoi? En fait, c'est pas une idée, parce que si on dit qu'une idée m'est venue, ça ressemble à un concept opportuniste. D'accord. C'était une envie depuis très très longtemps déjà. Dans Mesrine, il y avait une première scène qui ouvrait le premier film, où on entendait Tahia Jazair, et c'était des félagas, des moudjahidines qui se faisaient torturer par des soldats de l'armée française. Et Jacques Mesrine a participé à ces opérations. C'est ce qu'on appelait les DOP, les détachements opérationnels de protection. Aucune protection, c'était des unités spéciales de torture qui avaient été créées par le service de Foccart, Jacques Foccart, qui était le mec qui régissait tous ces problèmes de lutte contre des moudjahides, du FLN contre la France. Et ces unités de torture, parce que c'était vraiment comme un cirque itinérant, à part que c'était des spécialistes de la torture. Ils débarquaient dans un village, ils torturaient qui ils avaient à torturer, ils enterraient les corps sous de la chaux et ils repartaient dans un autre village. Ils avaient tout pouvoir et ils ne dépendaient que de l'autorité de Foccart, et Jacques Foccart rendait compte de cette action au général de Gaulle directement. Mais cette unité particulière, ces DOP, étaient méprisés par les
vrais soldats, l'armée régulière française. En fait, c'était quasiment la Gestapo de l'armée française sur le terrain, et elle avait été utilisée déjà en Indochine pour torturer les Vietnamiens, et on les avait appelés à l'époque les unités spéciales. Alors votre film qui sort demain, rappelons-le, 1500 impurs, c'est votre premier film en tant que réalisateur. Quelle est la différence que l'on peut faire, et pour expliquer au grand public qui nous écoute aujourd'hui, entre scénariste et réalisateur? Est-ce qu'on franchit un cap ou c'est tout à fait autre chose? Dites-nous la différence. Alors quand on est scénariste, je voudrais dire qu'on est dans une vision quasi littéraire et théorique de ce qu'est le film. Okay, et donc on n'est pas confronté à la réalité des choses. C'est-à-dire que si on écrit une scène, le budget ne nous autorisera pas, ou la météo ne nous autorisera pas à tourner cette scène. Donc il faut s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on parle d'adaptation du scénario à la réalité du terrain. Si vous voulez, c'est un peu comme dans une guerre. On fait des plans, mais un beau jour, quand le plan se confronte à la réalité, il faut savoir improviser. Et ben, le scénariste monte le plan, et ensuite de ça, le réalisateur, lui, il doit se servir du plan, mais il doit le confronter à une certaine réalité, qui est une réalité économique, qui peut être une réalité de moyens et de problèmes humains, parce que le scénariste n'est confronté qu'au metteur en scène et à son producteur. Tandis que le metteur en scène est confronté, et c'est pas au sens de confrontation pure, c'est-à-dire que c'est au sens d'interlocuteur. Voilà. Et moi, en tant que scénariste, je n'avais pour interlocuteur que le metteur en scène, parfois l'acteur, et aussi le producteur très souvent. Ok. Tandis qu'un metteur en scène, il parle quasi à 150 personnes tous les jours, inclus le producteur, inclus le scénariste. Et à partir du matériau scénario, même quand il est très très bon, il doit réaliser le film, et il y a des moments, il y a des choses qu'on ne peut pas verbaliser. En fait, un film n'est jamais l'illustration d'un scénario. Il en est toujours l'adaptation. Et d'ailleurs, comment vous avez vécu cette expérience en tant que réalisateur, vu que c'est la première? Comment vous l'avez vécu? Moi, je vis les choses plutôt bien. Je viens d'un milieu pauvre, ouvrier. Donc faire du cinéma, c'est un peu plus facile que d'aller à l'usine quand on a 16-17 ans. Donc les choses sont très claires. Mais c'était un moment, j'ai compris, et c'est une affaire psychologique entre moi et moi-même, c'est qu'à un moment, j'ai dû tuer le scénariste pour être un metteur en scène. À un moment, j'ai dû m'attaquer au scénario que j'avais écrit pour pouvoir en faire un vrai film. Si je m'étais comporté comme un scénariste qui passe derrière la caméra et qui veut à tout prix illustrer son scénario, le film serait pourri. Alors, il y a quand même une particularité dans ce film, 1500 impurs, qui sort demain, c'est que je crois, avec la bataille d'Alger, vous êtes le second film à donner, j'allais dire, des rôles d'Algériens, d'Arabes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de films effectivement qui ont traité et parlé de la guerre d'Algérie, mais c'est toujours été du même côté et surtout interprété que par des acteurs, j'allais dire, français, quoi. Oui, alors je vous remercie Christophe de souligner ça, parce que tous les films français qui ont été faits jusqu'à présent, la bataille d'Alger, il faut savoir que c'est un ovni et un chef-d'œuvre à part. C'est un chef-d'œuvre qui est reconnu internationalement, il faut le dire à vos auditeurs. C'est que la bataille d'Alger a été initiée par un monsieur qui s'appelle Yassef Saadi, qui était impliqué dans la bataille d'Alger, qui est un ancien du FLN et qui est devenu producteur de cinéma à la fin de la guerre. Et c'est lui qui a initié et les financements pour faire le film. C'est pour ça que Gilles Pontecorvo, qui est le réalisateur du film, a eu accès à des informations que seuls les vrais moudjahidines du FLN connaissaient sur la bataille d'Alger. Et c'est pour ça que ce film, par la suite, sera énormément étudié par la CIA, sera énormément étudié par l'armée française pour en faire un matériau de compréhension de ce qu'est la contre-guérilla par des groupes révolutionnaires comme l'a été le FLN. Maintenant, c'est vrai que mon film donne la parole aux Arabes, et ça, j'y tenais. Et d'ailleurs, mon film, on parle arabe. Les Algériens parlent algérien. Et ça, j'y tenais, parce que tous les films faits par des Français dits de souche Astérix, moi je suis de souche Abdelkader, et ben ces films-là, il n'y avait que des Gaulois entre eux qui avaient des cas de conscience. Dans mon film, on voit les deux camps. Et les deux camps parlent et s'expriment avec leur culture et leur nature et leur langue surtout. Et c'est important de signaler. Alors Audrey, avant qu'on poursuive, on va faire une petite pause, malheureusement. Enfin malheureusement. Heureusement, il faut bien vivre un petit peu. La petite pause pub, bah oui, ça passe très vite. Abdelraouf Dafri, on peut l'interroger pendant 3 heures, il y aura toujours de quoi dire. Il est là pour la sortie de son film, en tant que réalisateur du film 1500 impurs, qui sort dans les salles de ciné. D'ailleurs, on fera un petit aparté tout à l'heure pour expliquer qu'il sort malheureusement pas partout. C'est
certains problèmes, en l'occurrence quand on traite d'un Oui, mais sujet quand on veut, on peut. Hein. Si on veut un aller peu le voir, polémique. Voilà. Moi, je vais aller le revoir une 4e fois pour Ah vous bah dire. d'accord. Eh ouais. Et demain matin d'ailleurs, pour les Ouais. habitants de Paris, la région parisienne, Exactement. séance exceptionnelle à Demain 9h. matin. Et elle est importante cette séance, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. 9h, donc c'est Au cinéma Cinécité. UGC Cinécité. Voilà, exactement. 9h, je sais que c'est un peu tôt, mais franchement ça vaut le coup. On en reparle avec Abdel El Raouf Dafri, notre invité, sur France Maghreb 2, dans le grand forum. Merci encore d'être là. Et dans un instant, on est de retour pour continuer à évoquer, parler de ce film. Et vous avez, je crois, avant la pub, je tenais à vous le dire, apporté un certain humanisme dans quelque chose qui s'appelle la guerre. Et ça, c'est franchement pas évident. A tout de suite. Suite de ce grand forum et en direct sur France Maghreb 2 avec notre invité aujourd'hui Abdel Raouf Dafri pour venir nous parler de ce film qui sort demain. Un peu tendu, Abdel Raouf Dafri, oui, la veille du film, la sortie du film. Il l'a dit tout à l'heure, hein, il nous l'a confié. 1500 à pur, ça sort demain, messieurs, dames, ça parle de la guerre d'Algérie. On va y rentrer et en détail. Audrey Pronosti. Oui, alors justement, ce thème de la guerre d'Algérie, c'est un thème qui fait un peu grincer des dents. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous avez rencontré justement des difficultés, et si oui, lesquelles, forcément. Alors, d'abord, il faut saluer mon producteur qui s'appelle Marc Missonnier, parce que c'est un producteur qui est là, qui est très réputé et très connu dans le métier, et il s'est lancé dans l'aventure avec moi sur la base du scénario, de ma personnalité et de mon véritable désir de faire les choses bien. Et puis Marc, quand il a du respect et de l'admiration pour quelqu'un, eh ben, il a envie de lui donner sa chance. Donc il m'a donné ma chance en tant que metteur en scène. Et il y a eu des difficultés au financement du film, déjà. C'est-à-dire que si j'avais fait un film plutôt polar, avec des noirs, des arabes, de la drogue et des flics, bon, on n'aurait pas eu de difficulté pour faire le film. Ça, c'est clair et net. On aurait eu l'argent tout de suite, on nous aurait dit c'est bon, voilà. Mais la guerre d'Algérie est un sujet qui, dans l'esprit de certains, est encore tabou, alors que je ne comprends pas pourquoi, parce que moi je me suis énormément documenté, et que dans mon film, tout ce que l'on voit dans mon film, par exemple, pour vous dire à quel point je suis content, j'ai eu mon visa de crédibilité de la part de 2 journalistes algériens, c'est-à-dire des journalistes de support de presse algériens qui ont vu le film et qui ont connu cette période-là, et qui m'ont dit parfait, enfin un film qui montre ce qu'était l'atmosphère en 1960 pendant la guerre d'Algérie, et ce qu'étaient les personnalités et les humanités, et des humanités contrariées qui étaient opposées les unes aux autres. Après, ce n'est pas un film historique comme l'a été la bataille d'Alger, qui était très précis, et qui citait un passage de l'histoire, c'est-à-dire la bataille d'Alger, les parachutistes de Bijar et de Massu qui s'attaquent à la Casbah. Et moi, non, mon film est une fiction, tout comme Voyage au bout de l'enfer, tout comme Apocalypse Now, mais tout s'appuie sur des choses qui se sont réellement déroulées. La scène d'ouverture avec la séquence de torture au début du film est une séquence de torture qui a eu lieu dans la réalité. C'est-à-dire que toutes les scènes de violence qui sont dans mon film et qui ont été perpétrées dans la réalité pendant le conflit, pendant les 8 années de guerre pour l'indépendance. Vous avez pris une année culminante, je crois que c'est l'année 1960. Oui, c'est le pire de tout. C'est 1960, on est rentré c'est l'année de la hagra et de la haine. C'est-à-dire que maintenant, là, en 60, c'est celui qui est encore debout devant le cadavre de son ennemi qui a raison. C'est ça la logique de cette guerre en 1960. Pourquoi vous avez décidé de faire une fiction justement pendant cette période? Vous auriez pu éventuellement revisiter l'histoire, faire un schéma chronologique. Pourquoi vous avez décidé de faire une fiction? Il y a une volonté derrière. Oui, parce que je voulais divertir tout en faisant réfléchir, mais je voulais d'abord divertir comme les Américains le font, c'est-à-dire que on est tous allés voir Platoon, on est tous allés voir Voyage au bout de l'enfer, et on a découvert le conflit américain au Vietnam, et on a appris des choses là-dessus. Moi, je ne voulais pas faire quelque chose de didactique. Quand vous faites un film historique, vous devez être au plus proche de la réalité, et vous avez du mal à rentrer dans le romanesque, puisque vous devez respecter des personnes que vous citez. Par exemple, moi je rêve de faire un film sur Jamila Bouhired. Et Jamila Bouhired, j'aurais dû faire un film de reconstitution, donc ça demandait beaucoup de moyens. Ça demandait aussi d'être très précis sur ce qu'elle a dit ou ce qu'elle n'a pas dit. Je prends par exemple les Mesrines qui ont coûté chacun 21 millions.
on ne m'aurait jamais donné cet argent-là. On l'a donné à Jean-François Richer pour cause, parce que c'était un metteur en scène expérimenté. Moi, c'est mon premier film, je savais que j'aurais peu d'argent, donc il fallait que j'aille dans quelque chose de fiction, mais qui soit très très crédible au niveau des comportements, du champ lexical et du langage. Et ça, en ce sens, d'après ce que m'ont dit les 2 journalistes algériens qui m'ont interviewé et dont les critiques paraîtront prochainement, ils ont adoré, ils m'ont dit de ce point de vue-là, c'est réussi. Abdelraouf Dafri, quand on regarde le film, ce qui a été notre cas avec Audrey, 15 sang impur, qui sort, je le rappelle, demain dans les salles, on a l'impression et on ressort finalement avec... quand on a regardé ce film, on se dit, mais Abdelraouf Dafri a essayé d'apporter une certaine humanité dans quelque chose qui est tout sauf humaniste, la guerre. Et je pense que sur ça, en tout cas, c'est réussi. C'était une volonté aussi. Oui, parce que je ne voulais pas... Parce que vous savez, quand vous parlez avec les pro-Algérie française et les anti-colonialistes, tout le monde essentialise tout le monde. Dans cette guerre d'Algérie, ce que je voulais montrer, c'était que il y a pas de total méchant et de total gentil. L'armée française, la colonisation est une infamie. Nous, Français, nous n'avions rien à faire en Algérie. Nous avons colonisé, c'est pas moi qui le dis seulement, les hommes qui ont commencé à coloniser la terre d'Algérie l'ont écrit. Il suffit d'aller à la Bibliothèque nationale de France, de taper les noms de Bugeaud, de lire le discours de Bugeaud. Bugeaud qui a inventé les enfumades. Bugeaud qui a dit à son armée, ne courez pas après les Arabes, massacrez-les. Il a dit exterminez-les. Bugeaud a dit, avant d'être nommé gouverneur en Algérie, il faut partir d'Algérie. Nous n'avons rien à faire là-bas. C'est une terre immonde qui va nous coûter de l'argent, qui va gréver les finances de la France. Donc il faut partir de là-bas. Et on est resté là-bas. On a massacré les populations. Il y a des chiffres très précis. Et en face, le FLN, et c'est ce que je reproche au FLN, il y avait beaucoup de gens, des gens héroïques, des moudjahidines honorables, des vrais chevaliers. Mais au sein du FLN, il y avait aussi des kulbs, il y avait aussi des chiens. Et aujourd'hui, en Algérie, si le peuple algérien, toutes les semaines, avec le Hirak, est dans les rues, c'est pas contre l'armée française, c'est contre le FLN qui, depuis 1962, continue à maintenir le peuple sous sa coupe, et c'est une coupe dictatoriale. Donc ce que je voulais, c'était montrer l'humanité, que tout n'est pas noir d'un côté, tout n'est pas blanc de l'autre, et que la complexité fait que ça crée un enrichissement émotionnel du point de vue du spectateur et du point de vue de la narration, et ça permet au spectateur de sortir de là en se disant « je vais me poser des questions, je vais peut-être me replonger dans les livres d'histoire, et écouter et lire ». Personne n'est gagnant finalement. Personne, dans cette guerre-là, personne. C'est pour ça que mon film est dédié au peuple algérien principalement et aux jeunes appelés français qui avaient 19 ans, qui devaient faire leur vie tranquillement. On les a envoyés là-bas. On leur a dit, t'inquiète pas, c'est des contrôles routiers, il va rien se passer, c'est des opérations de maintien de l'ordre. Les mecs sont arrivés là-bas, ils voyaient leurs camarades se faire égorger, ils savaient même pas se servir de leur fusil. D'ailleurs, dans les pertes françaises, et il y en a eu beaucoup moins bien sûr que le peuple algérien, et bien dans les pertes françaises, 1/3 de ces jeunes appelés font partie des victimes. Les autres sont revenus alcooliques, traumatisés, et encore aujourd'hui ils ont du mal à en parler. Donc moi, mon humanité, ma compassion va au peuple algérien qui a souffert, et qui a souffert de l'armée coloniale, et qui a souffert de certains salopards du FLN. Et ma compassion va aussi à ces jeunes appelés, aux gens qui ne peuvent pas se battre contre une machine un rouleau compresseur qui va les écraser. Alors, quand vous avez créé cette fiction, pour justement créer les différents personnages, alors sans spoiler bien évidemment, on remarque que chacun des personnages a quand même une sorte de filiation par rapport à l'histoire de France. Je vais juste citer certains personnages comme le colonel Bretner qui donc a fait la guerre d'Indochine, comme sa compagne Swali qui elle est une ancienne combattante Hmong. On a encore le personnage du sergent chef Sangoré qui lui a eu une affiliation sur le fait que son père est c'est un soldat sénégalais. C'est un soldat sénégalais, et donc pour le coup on remarque que tous les personnages en fait ont une affiliation avec l'histoire de France. Je présume que c'est un choix volontaire, et donc quel est ce message derrière ça? Alors je voulais un commando
est-ce que tout le monde, parmi les auditrices et les auditeurs, a dû voir les 12 salopards de Robert Aldrich? Oui. Quand vous regardez les 12 salopards de Robert Aldrich, vous constatez que le commando des 12 salopards, il y a un hispanique, il y a un italien, il y a toutes les composantes de la société américaine, telle qu'elle était à l'époque où Aldrich a fait son film. Et il y a un noir d'ailleurs qui est interprété par une ancienne star du football qui s'appelle Jim Brown. Donc vous avez toutes les composantes ethniques d'une société, la société américaine. Dans mon film, le commando, je voulais qu'il ait qu'il y ait à l'intérieur des individualités qui représentent les spécificités ethniques de la société française. Nous avons la Hmong qu'on peut affilier au Vietnam et qui nous rappelle l'Indochine. Nous avons Breitner, et Breitner est un cas particulier parce que c'est quoi être français? Être français, ça ne veut pas dire je suis blanc et je porte forcément un prénom catholique. Être français, c'est aimer son pays et décider de le défendre et d'y construire sa vie. S'il faut le défendre. Aujourd'hui, nous avons de la chance, nous vivons dans un monde apaisé, nous ne sommes pas en guerre. Mais c'est quoi être français? C'est aimer un pays, c'est vivre dans ce pays et dire je ferai mes enfants ici et je mourrai ici parce que je vieillirai ici. Être algérien, c'est pareil. C'est vivre en Algérie, constituer sa famille en Algérie et dire je vieillirai et je mourrai en Algérie. C'est ça, être le citoyen d'un pays et d'en avoir la nationalité. C'est pas d'y partir juste 2 mois en vacances et de revenir et dire je suis un Algérien. Non, non, t'es un Français. Là-bas, quand tu pars que 2 mois dans l'année, t'es un touriste. Moi aussi, j'aime beaucoup le Japon et quand j'y vais 1 mois, je suis pas japonais pour autant. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que le personnage de Breitner est intéressant parce que il se réfère à un officier français. C'est le sous-officier le plus décoré du XXe siècle et il est belge. Sa mère était juive espagnole, son père était belge flamand. Et il s'est engagé parce que sa mère a été dénoncée à la Gestapo et déportée à Dachau où elle va mourir. Il va s'engager dans l'armée française. Il va se battre en Indochine où il mourra à 29 ans, je crois. Et il s'appelle Roger Vandenberg, surnommé Vanden. Et ce type-là était le fils d'une mère juive espagnole. Et pourtant, c'était un grand sous-officier français. Abdelraouf Dafri, revenir un peu sur vos propos que vous avez tenus sur le FLN. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que la cicatrice est encore pas tout à fait refermée et que d'entendre ce que vous avez déclaré tout à l'heure sur le FLN, ça puisse choquer? Bien sûr, ça peut choquer, mais je ne pense pas que ça choque les centaines de milliers de manifestants qui aujourd'hui, algériens, qui dans leur pays, manifestent contre ce pouvoir en place, qu'ils appellent le système. Et le système actuellement, ce sont des héritiers du FLN, point. Alors, concernant le choix de vos acteurs, alors ça m'a vraiment intéressé parce que finalement, on s'aperçoit que c'est pas des têtes d'affiche. Ça n'enlève pas leur talent, parce que clairement, que ce soit, franchement, la plupart des personnages, ils ont un talent fou. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus dans une autre question, mais sans faire trop de digression. Clairement. Pourquoi vous avez décidé justement de ne pas prendre de tête d'affiche? Alors, mon producteur au début m'a dit pour que le film soit plus facile à monter financièrement, il faut prendre des gens connus. Bon, j'étais pas super pour l'idée parce que j'ai toujours peur quand on va voir un film, surtout sur la guerre d'Algérie, on se dit ah bah tiens il y a un tel. Tout d'un coup on est déjà sorti du film alors on est à peine entré dans le film qu'on doit déjà en ressortir parce qu'on se dit bah lui il a fait la guerre d'Algérie, c'est une blague. Bref, je voulais des visages inconnus, mais j'ai écouté mon producteur qui est toujours de bons conseils et j'ai appelé des acteurs connus et ils ont tous refusé. D'accord. L'un d'eux, qui est très connu, m'a dit quand ton film sortira, il y aura une polémique et je ne l'assumerai pas. J'ai dit bon, ok, ça m'a libéré d'une certaine façon parce que du coup, ça m'a ramené à ce que je voulais dès le départ, des acteurs qui n'avaient pas un visage trop connu du grand public. Mais on peut aussi considérer que ce genre de réponse peut faire partie des difficultés que vous avez pu rencontrer en fait. Oui, mais quand j'étais jeune et que moi j'ai un niveau de CAP chaudronnier soudeur et que voilà, je m'appelle Abdelraouf et puis que quand je disais je vais faire du cinéma, je vais faire ci, je vais faire ça, on me disait arrête, reste à Wattignies, calme-toi, trouve un petit travail là. Ils embauchent à Carrefour, sinon dans l'agriculture ou dans le bâtiment. Et à ce moment-là, j'ai pas écouté et je suis venu faire ce que j'avais à faire. Donc à un moment, si on commence dès les premiers mauvais conseils
Parce que les conseils n'engagent que ceux qui les donnent. Au finish, c'est vous qui payez l'ardoise si vous les suivez. Donc je fais ce que j'ai à faire, j'écoute ce qu'on me dit, mais c'est pas pour autant que je vais suivre aveuglément ce qu'on me dit. Alors Abdelraouf Dafri, on parlait des difficultés avec la question de Audrey. Les difficultés aussi se poursuivent, j'ai envie de vous dire, à la sortie du film, puisqu'il va être disponible que dans 42 salles en France. Oui. Comment vous l'expliquez ça ? Ah ben c'est très simple, hein, je vais vous dire. Mais moi vous savez, je parle honnêtement. On a 42 salles. Mon producteur et mon distributeur Mars Film et mon producteur Marc Missonnier sur ce que j'ai de plus cher au monde, ils se battent. Mais ils se battent pour convaincre. Le problème, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les exploitants des salles, c'est-à-dire celui qui possède la salle de cinéma. Et je ne donnerai pas de nom, mais ils ont dit ça va nous attirer une clientèle d'Arabes. Clairement. Oui. France 2020 quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà c'est pourquoi quoi mon mais film c'est n'est que dans 42 salles, donc il faut saluer les 42. Ouais. Il faut saluer les 42 exploitants de salles avec respect, parce qu'eux, ils passent le film, ils respectent le cinéma, ils respectent la libre expression. Mais on devrait même pas les saluer. Mais ça les dérange pas. On doit les saluer parce oui, que là, dans ce contexte-là, bien sûr. Oui, mais oui, parce que ils disent, moi, j'ai pas de problème. J'ai fait une avant-première à Marseille, j'ai fait une avant-première à Nice. Ça s'est super bien passé, il y avait tout le public, il y avait des anciens pieds noirs, il y avait des Chibani algériens qui sont nés en Algérie, qui ont connu la guerre d'Algérie, qui après sont venus en France, des Chibani, des types de 70, 75. Le débat, mon film dure 1h49, le débat avec tous ces gens-là, il y avait des jeunes, il y avait toute la France, il y avait toute la représentation, on est à Marseille, alors donc la représentation multiethnique à Marseille, elle est très très... On peut pas mieux faire. Hein. On peut pas mieux faire, donc ils étaient tous là, c'était une salle de 100 personnes, en pleine semaine, 90 places déjà vendues. C'est intéressant sur une place. Et ils sont restés 1h45 à me poser des questions. Je suis allé à Nice. J'ai eu aussi des pieds noirs. J'ai eu des Français. J'ai eu des Français de sous-Astérix. J'ai eu des Français d'origine maghrébine. J'ai eu des femmes, beaucoup de femmes. Ça m'a fait plaisir et ça m'a surpris. Mais tant mieux, des enfants. Il y en a une, elle est venue avec ses enfants. Ses enfants, le plus jeune avait 12 ans. Mais ça va, je lui ai demandé, ça va, t'as supporté le film? Il dit, t'inquiète pas. Donc, le débat a duré 2 heures. Il y a zéro problème. Mais je ne sais pas pourquoi les exploitants de salles qui refusent mon film le refusent. Mais c'est à cause de votre pédigré ou à cause du sujet? Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause du film, le sujet. Ils ont peur, je sais pas de quoi, ils ont dit ça va nous attirer une clientèle qu'on ne veut pas voir, point. Ouais, pourtant, ça les dérange pas d'avoir cette clientèle pour les autres films. Ah bah sur les autres films, oui, mais là, sur la guerre d'Algérie, je sais pas, peut-être qu'ils s'imaginent qu'il y en a un qui va faire sauter une bombe, je sais pas, du n'importe quoi. Mais justement, clairement, vous parlez d'une potentielle violence, mais de toute façon, c'est une période qui est violente. Clairement, pour l'avoir vu, et plusieurs fois, ce n'est pas de la violence vulgaire. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez voulu faire en sorte que ce film soit vu en famille. Et c'est, enfin, je veux dire, il n'y a aucune scène qui est choquante. Je vais vous dire, moi, moi j'ai une confiance dans mes compatriotes français qui nous écoutent. Et même dans les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ce sont des êtres humains civilisés. Il faut se calmer là-dessus. Moi, je vais vous dire, j'ai fait attention, et vous avez raison Audrey de le souligner, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de scène de sexe. Et il y a eu 2 jours, il y a un monsieur sur Facebook qui m'a écrit un message. Il me dit, voilà, mon père, il a 75 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de scène? Est-ce que dans votre film, je voudrais venir l'amener avec moi pour qu'il voit le film? Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des scènes d'amour, parce que sinon je vais être gêné. On va couper au ciseau. Voilà, je lui ai dit non, il n'y en a aucune. Il fait, ah, ça me soulage, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Oui. Donc j'ai fait très attention à ce que le film puisse être vu par les familles d'origine algérienne ou les familles algériennes ensemble. Alors le film est interdit aux moins de 12 ans, hein. Faut pas ramener un gamin de 10 ans parce que le film est dur. Mais 12, 13, 14, il n'y a pas de souci. Mais je me suis arrangé pour que la famille algérienne ou la famille marocaine ou tunisienne puisse le regarder sans détourner le regard parce qu'il y aurait une scène haram. Voilà. Abdelraouf Dafri est avec nous sur France Maghreb 2 dans le grand forum, la sortie du film dans 42 salles, donc il faut y aller. On vous donnera quelques indications et notamment demain à 9h, demain matin, hein, c'est important. Oui. L'UGC Ciné-Cité au Halles pour la première projection, et elle est importante parce que peut-être que ça va, si vous êtes très nombreux, et on l'espère,
peut-être ça va inciter d'autres salles à revenir un peu sur leurs décisions, hein, on sait jamais. Également du côté de Marseille, à Clermont-Ferrand aussi, on vous donnera aussi les salles, on vous mettra les posts sur les réseaux sociaux du LGF et France Maghreb 2 pour vous indiquer. Et je suis sûr, tout comme nous, vous êtes impatients d'y aller. Bon, nous, on vous le cache pas, on l'a déjà vu. Moi, j'ai que des échos. Quand est-ce qu'il sort, hein, Bon, bah demain, évidemment, c'est important parce que il faut encourager le travail d'un artiste. Parce que Abdelraouf Dafri, qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, est un véritable et grand artiste. A tout de suite pour la suite et fin déjà de cet entretien sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Le Grand Forum avec notre invité aujourd'hui, Abdelraouf Dafri, qui est le réalisateur du film qui sort demain, 1500 impurs, dans 42 salles de ciné, notamment demain, 9h pour les Parisiennes et Parisiens, 9h demain matin pour une première projection au l'UGC Cité Ciné. Au Hall, 9h, il sera aussi disponible à Marseille, à Clermont-Ferrand et un petit peu partout aussi en France, Lyon et beaucoup d'autres villes. Audrey Pronosti. Alors moi je voulais revenir sur la scène d'ouverture. Alors bien évidemment dans tout film les scènes d'ouverture c'est celles qui donnent le ton ou du moins qui donnent le là. Et pour le coup voilà, on est dans une situation où ce sont des combattants du FLN qui sont en mauvaise posture, c'est le cas de le dire. Et donc encore une fois c'est une scène où ils sont dévêtus et je ressouligne le fait qu'il n'y a aucune vulgarité là-dedans. Alors ils sont dévêtus parce que tous les Algériens qui ont été torturés se faisaient mettre nus complètement. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'ai lu des choses atroces sur ce que les tortionnaires de l'armée française ont fait aux Algériens et aussi aux femmes algériennes. Oui, voilà. Donc en fait, vous avez respecté ce qui s'est passé malheureusement. J'ai respecté ce qui s'est passé. Voilà. Moi, ma question, elle est toute simple. C'est pourquoi vous avez ouvert le film le Barça? C'était simple. Vous l'avez dit vous-même dans l'énoncé de votre question. Je voulais donner tout de suite, montrer ce que serait l'atmosphère du film dès la scène d'introduction. Et pour ceux qui auraient des doutes sur la pseudo-gentillesse ou la pseudo-chevalerie de l'armée coloniale, qu'il n'y ait aucun doute, nous avons affaire à des gens qui étaient là pour un objectif, la collecte de renseignements par tous les moyens tortionnaires possibles. Et cette scène d'ouverture m'a été racontée, d'ailleurs, les gens qui iront voir le film regarderont les remerciements au générique. Je remercie Charlie Bauer. Charlie Bauer était le dernier truand qui a accompagné Jacques Messrine. Charlie Bauer était quelqu'un qui avait épousé la cause algérienne. Et quand le Parti communiste, dans les années 60, a voté la guerre, sa voix minoritaire a permis la déclaration d'attaque, de déplacement le contingent, c'est-à-dire de rentrer dans une guerre de contingent et de voter les pleins pouvoirs à De Gaulle. Charlie Bauer, qui était communiste, a déchiré sa carte du Parti communiste. Et à l'époque, quand on se parlait, à l'époque où je préparais le scénario de Messrine, il m'a dit « Le Parti communiste a participé à une ratonnade ». Et ça, moi, je ne peux pas le cautionner. Et il m'a raconté, je lui ai demandé, est-ce que Jacques Messrine t'a raconté ses souvenirs en Algérie? Et Charlie Bauer m'a dit, Jacques m'a raconté une scène. Et la scène que Jacques Messrine a racontée à Charlie Bauer, c'est la scène que vous allez découvrir en ouverture du film. Ah oui, allez, franchement bien. Abdelraouf Dafri, il y a quand même, moi, une scène qui m'a particulièrement, j'allais dire ému quasiment, ouais. C'est ce fameux jeune soldat français qui est très raciste, hein. Il dit à un moment d'ailleurs on est là pour tuer du bougnoul, etc. Et puis au moment où ils se retrouvent tous dans le village, c'est lui qui prend et qui incite à aller sauver Assia. Je vais pas raconter le film parce qu'il faut vraiment voir la scène. Et finalement on se rend compte que le mec qui était hyper raciste quand même, il a certaines valeurs qu'il a gardées en lui. Alors, c'est pas parce qu'on est raciste qu'on n'a plus du tout de valeurs humaines. Je rappelle quand même que, moi je suis français d'origine algérienne, donc des Algériens j'en connais un paquet, hein, je suis déjà allé très souvent au bled. Donc en Algérie par exemple, il faut regarder aussi de notre côté à nous, on n'aime pas trop les Noirs, déjà pour commencer. Ça, le kahlouch, il prend cher. Et j'ai assisté à une scène à Alger. Donc les Français, eux, ont un problème avec les Arabes. Ok, le bougnoul, le bico. C'est pas parce qu'on est raciste et je crois qu'on est tous à un certain dosage raciste. Ce type, il est raciste. Son père est mort au Vietnam. Ça n'excuse rien. Attention, le racisme est une chose abominable. Mais ça n'excuse rien. Et lui, il est venu pour tuer des bicots
parce que la guerre avec les bridés, elle est terminée. Donc il se dit, on a un nouvel ennemi contre la France. J'ai pas pu venger mon père en tuant des Vietnamiens, je vais venger mon père en tuant des bicots. Ok, d'accord. Mais ce type-là, il a aussi des principes. Je vous signale que moi, Abdelraouf Dafri, quand j'étais jeune, je cherchais du travail dans une boîte de nuit à l'époque où j'étais animateur, j'avais 24 ou 25 ans, et je suis allé faire un essai dans une boîte de nuit dans le Nord, qui s'appelle le Carnaby Club, elle n'existe plus depuis, et le patron était un grand ami et un supporter de Jean-Marie Le Pen. Et j'ai passé mon essai, et il y avait 10 Français, bien souche Astérix, hein, tous blancs, ils venaient tous de Cambrai. Et le seul qu'il a embauché, c'est moi, à mon tarif. Et je lui ai dit, j'espère que vous n'aurez jamais un écart de langage. Il m'a dit, il n'y aura aucun écart de langage. Voilà. Et ce type-là refusait l'entrée aux Arabes dans sa boîte. Il s'est adouci par la suite, mais il m'a quand même, sur 11 candidats, il a choisi le français d'origine maghrébine. Basta. Donc, à un moment, les racistes sont aussi quelque part pragmatique. Voilà, mais le personnage de Martia est émouvant parce qu'il a des principes qui sont liés, même s'il n'aime pas les Arabes et même s'il n'aime pas les femmes arabes, on ne fait pas du mal à une femme. Et quelle que soit sa nationalité, on ne touche pas à une femme. C'est son principe, c'est son truc à part. Il y a des tueurs en série qui massacrent des gens, des adultes, mais ils toucheront jamais à des enfants ou à des animaux. Eh bien, ça n'en fait pas des gens fréquentables pour autant, mais au moins, cette partie 2 peut émouvoir. Audrey. Moi, de mon côté, il y a une scène qui m'a particulièrement marquée et je pense que je ne serai pas la seule à être marquée par cette scène. C'est la scène, on va dire, on est plus ou moins à la fin du film, donc clairement, je n'ai pas besoin d'expliquer, en tout cas, j'ai pas besoin de la décrire. La seule chose que je peux dire, c'est que en fin de compte, on se retrouve dans un jeu de violence et de scène. Ça se passe sous une tente et en fait, il y a le personnage de Mourad qui est l'oncle, donc qui est un combattant du FLN et qui est l'oncle de Assia, qui est joué par Lina Koudry. Et pour des raisons, en fait, pour des raisons liées à la guerre, pour avoir des renseignements, pour savoir ce qu'il en est, parce que je précise que cette jeune fille, Assia, en fait, va devoir aider le camp adverse, mais sous la menace. Et donc, il va vouloir, en fin de compte, récolter un certain nombre de renseignements. Et là, on assiste à une vraie scène de violence. Comment vous avez réussi à faire en sorte qu'elle soit aussi réaliste? Parce que clairement, c'est ça, moi, qui m'a marqué. Alors, j'ai grandi pas dans un quartier, parce que moi, j'ai pas grandi dans une banlieue. J'ai grandi avec des gens qui sont des très gros voyous. J'ai jamais eu j'ai assisté à des scènes de violence. Moi, j'ai déjà vu des gens se faire fracasser violemment. Je sais ce que c'est que la violence. J'y ai assisté. Parfois, j'y ai participé. Pas souvent, parce que j'ai hérité des bras de ma mère, alors que mes frères ont hérité des bras de mon père qui était boxeur. Donc là-dessus, j'ai pas de bol. J'avais intérêt à avoir un cerveau, vu les bras que j'ai. Donc, j'ai assisté à des scènes de violence. Je sais ce que c'est que quelqu'un qui en prend plein la gueule et qui se fait dérouiller. Je sais ce qu'une femme peut prendre comme coup en pleine face et de la manière dont elle réagit. Et je connais ça par cœur. Je connais les mécanismes. C'est comme quand on regarde un film de Martin Scorsese. Martin Scorsese, il n'était pas voyou, mais il a grandi dans un quartier avec des gros voyous et il a assisté à des scènes. Donc j'ai voulu que cette scène ne soit pas édulcorée parce que moi je ne travaille pas de manière édulcorée. Je n'ai pas de problème avec la violence tant qu'on ne sombre pas dans le spectacle. Je n'ai pas un côté Tarantino du tout. Je préfère quand j'attaque la violence que les gens se sentent choqués. Et que ce soit utile. Et que ce soit utile à la narration et à la compréhension des personnages. Mais je ne veux pas que les gens se disent « Oh, c'est cool !» Parce que si les gens disent ça, c'est que j'ai raté mon coup et que je suis un imbécile. Tandis que la violence n'a rien de sexy. Et là, dans ce film, elle n'a rien de sexy. Elle est terrible. On a mal avec eux. On a mal avec Assia. Et je n'ai fait que retranscrire encore une fois un champ comportemental qui existait, parce que quand on est dans la guerre, on est dans la parano la plus absolue. Il ne faut jamais oublier qu'un félaga ou un rebelle, quand il est dans le maquis, alors qu'il a toute une armée derrière lui, des hélicoptères, du matériel, des jeeps, des camions chargés de soldats, ce type-là vit comme un animal, il vit dans la crainte, il vit dans la paranoïa. Et donc à un moment,
dès qu'il a un doute sur quelqu'un, même si ce quelqu'un est très proche, il peut le massacrer. Alors Abdelraouf Dafri, petit aparté avant de rentrer aussi dans quelque chose que personnellement moi j'ai appris, c'est l'utilisation du gaz napalm en Algérie. Mais avant toute chose, avant d'en parler, puisque vous parlez de violence, comment réagissez-vous justement avec ce climat très violent en ce moment en France, avec ces manifestations, ces gilets jaunes, et surtout ces violences policières? On en parle beaucoup, et plus récemment d'ailleurs avec la mort de Cédric Chouviat. Et beaucoup de gens ont découvert, le grand public, les Français ont découvert la violence policière alors qu'elle existe depuis bien longtemps dans les quartiers populaires. Je vais citer un nom, Adama Traoré, Lamine Diang et quelques autres évidemment, Ziad Ebouna en 2005. C'est même, en fait, ce qui est schizophrène, c'est que ces mêmes personnes qui félicitaient la police lorsqu'il y avait des émeutes en banlieue pour aller justement mater ceux qui se révoltaient, aujourd'hui sont les premiers à la subir, cette violence. Alors, moi je suis toujours étonné quand les gens disent que les policiers sont violents. Bien sûr, c'est leur travail. J'ai un policier, c'est pas un bisounours. Un policier dans une situation de stress où il a en face de lui des manifestants, il reçoit des ordres, un policier. Quand un policier frappe, c'est qu'il en a reçu l'ordre. Faire un croche-pied à une femme ? Ah ben ça c'est une atmosphère. Il faut savoir que depuis Malik Oussekine et bien avant, il y a toujours eu des bavures policières. Vous avez cité Adama Traoré, on peut citer d'autres Français d'origine maghrébine qui ont subi des violences policières et qui en sont morts dans des commissariats, et c'est arrivé un peu partout en France, il ne faut pas l'oublier. Je vous demande de me trouver une seule condamnation d'un policier français qui a fait de la prison après avoir tué soit un arabe, soit un noir. Il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que le policier, il est dans l'impunité totale. Et vous savez pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que le gouvernement, aujourd'hui, tient grâce aussi à sa police. D'ailleurs, il y a eu un policier, et la vidéo tourne sur Internet, qui déclare sur le plateau de BFM TV, il déclare aujourd'hui, le gouvernement, sans nous, il tombe. Exact. Alors, pour l'utilisation, et revenons sur le film, l'utilisation du gaz napalm. Ça, c'était quelque chose que personnellement j'ignorais et peut-être que beaucoup ignorent. On appelait ça les bidons spéciaux. Excusez-moi de vous interrompre, Christophe. Oui. On appelait ça les bidons spéciaux. Oui. Et c'était du napalm. Oui. Et c'est terrible. On rappelle ce que fait le napalm, c'est un gaz liquide qui colle à la peau et qui brûle. De toute façon, quand on regarde le film, si on a un minimum de connaissances concernant cette période, on apprend quand même des choses. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu à cœur donc de créer cette fiction et surtout aussi de coller à la réalité. En revanche, j'ai effectivement remarqué que dans ce film, alors effectivement, c'est un problème et un sujet très épineux. On n'a pas justement vu, alors après ça n'avait aucun rapport avec la fiction, mais c'est votre choix, je pense, de ne pas avoir abordé les viols concernant les femmes algériennes. Et il y en a eu beaucoup. Alors, parce que mon film n'était pas le catalogue de la redoute des sévices qu'a subi le peuple algérien. Et je vous le redis, je ne voulais pas aborder un sujet de cette manière-là en 2 minutes dans une séquence, qui aurait été pour moi un manque de respect auprès des femmes algériennes qui étaient encore des enfants quand certains soldats de l'armée française les ont violés. Il y a eu énormément de viols sur des enfants. J'ai le témoignage dans un exemplaire du journal Le Monde d'une femme algérienne qui, au moment où elle a été interviewée en 2001, je crois que c'était une édition spéciale sur la guerre d'Algérie par le journal Le Monde, elle avait 75 ans et elle dit: quand j'étais petite, dans mon village, quand l'armée s'approchait, ma mère, elle prenait la merde du cheval, elle prenait la merde de l'âne et des moutons, elle m'en enduisait partout, comme ça mon odeur dégoûterait les soldats français qui ne s'approcheraient pas de moi. Et elle n'a compris que plus tard pourquoi sa mère lui mettait toute cette merde sur son corps, à l'intérieur même de ses vêtements et sous-vêtements, pour qu'elle révulse par son odeur les soldats français qui ne la touchent pas et qui ne la violent pas. Mais les viols ont fait partie de l'appareillage, en plus de la torture, de l'armée coloniale française contre les populations. Est-ce que ce serait un sujet que vous aimeriez traiter dans un autre film éventuellement ? J'ai beaucoup. Moi, vous savez, j'ai grandi dans une famille algérienne, donc forcément, moi, j'ai beaucoup de pudeur avec ce sujet. C'est très compliqué comment on aborde ça, et c'est très très compliqué. J'espère qu'un jour, il y aura une jeune femme algérienne scénariste et réalisatrice qui s'intéressera à ce sujet et qui le mettra en scène. J'ai beaucoup de mal avec la nudité au cinéma, et je me vois mal sur un plateau
Enfin, j'ai du mal avec ça. Ouais. C'est l'héritage culturel. Hein. C'est que je peux pas. Enfin, en plus, les viols ont eu lieu sur des gamines de 14 à 16 ans. Donc là, on n'est même pas dans le viol d'une femme. On est dans le viol d'un enfant. Ça s'appelle la pédophilie, quoi. C'est clair. Abdelraouf Dafri, réalisateur du film Qu'un sang impur, qui sort demain dans les salles. On le rappelle, dans 42 salles. On vous mettra toute la liste des salles de ciné. Vous pourrez aller le voir. Vous qui nous écoutez, par exemple, à Marseille, vous pourrez y aller. À Clermont-Ferrand, vous aussi. Et puis Paris et sa région parisienne, bien sûr, avec une première séance demain à 9h à l'UG Cinécité au Halles. Très connu évidemment, donc 9h, allez-y et soyez-y nombreux. Tout à l'heure vous nous disiez que le film a été tourné au Maroc, pourquoi il n'a pas été tourné en Algérie? La question. Alors, Sergio Leone, tous ses westerns ont été tournés en Espagne. Ça pose un problème à quelqu'un? Non, mais là ça aurait été quand même bien d'aller justement dans les endroits concernés. Oui, j'aurais aimé, j'aurais adoré. Même mon guide, la société de production marocaine m'a dit, l'Algérie, il est marocain. Et il m'a dit Abdel, l'Algérie est un pays magnifique, mais vous ne pouvez pas faire un film en Algérie tel que le mien si vous dites du mal de certains soldats du FLN. Ouais, vous comprenez? La censure est telle qu'il m'aurait demandé le scénario. Il m'aurait dit ça, donc moi, je suis français, je fais un film dans lequel je montre mon objectivité, je regarde les choses telles qu'elles ont été et je les retranscris à travers une fiction avec des personnages en opposition. Si je l'avais fait en Algérie, ça aurait été tous les méchants, pour eux, ça aurait été tous les méchants, ils sont français, et tous les gentils, ils sont algériens, ce qui n'est pas vrai. Et j'aurais adoré tourner là-bas, mais je me suis arrangé. Il y a beaucoup de photos de l'Algérie telle qu'elle était pendant la guerre, des Aurès. Ouais. J'ai tourné dans des endroits où ça va être compliqué de faire la différence, parce que beaucoup d'Algériens ont déjà vu le film, et aucun d'entre eux ne m'a dit... Voilà, j'ai pas reconnu l'Algérie. J'ai pris des topographies et des espaces géographiques qui ressemblent à certains endroits en Algérie sans que ce soit l'Algérie. Maintenant, pour répondre à cette question définitivement, si demain je devais faire un film sur Mars, est-ce que je suis obligé d'aller tourner sur Mars? Ça, c'est une question. Et d'ailleurs, dans quelle région, moi je suis une petite curieuse, dans quelle région du Maroc vous avez tourné? On a tourné dans les montagnes, c'est-à-dire à 1 heure de Casablanca, et dans d'autres montagnes à 1 heure de Marrakech. En fait, on est allé dans la nature la plus... Mais vraiment, on est allé dans la nature la plus sauvage marocaine. J'ai fait tous les repérages avec mon équipe, mon chef opérateur, ma première assistante. Et on a rencontré les populations qui vivent comme dans les douars, quoi, avec les animaux, les bergers. Voilà. Le paysage magnifique. Hein. Dans mon film, les paysages sont magnifiques. Mais j'avais dit à la société Agora, la société marocaine, je lui avais envoyé des photos. Je lui avais dit, voilà, ça c'est l'Algérie. Je veux retrouver ça, je veux retrouver ça, je veux retrouver ça. Est-ce que vous avez ça au Maroc? Il m'a dit, on va te trouver. Est-ce que le film sera projeté en Algérie? Alors, j'adorerais, mais est-ce qu'il y a une infrastructure? Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Avec Jean-François Richer, quand on a travaillé sur Jacques Messrine, on est allé à Alger, parce qu'on voulait tourner une scène par respect pour le peuple algérien, en Algérie, pour montrer la scène d'ouverture. On voulait la tourner dans la Casbah. On a été très bien reçus. Ça a été très compliqué pour avoir les visas, déjà, il faut le savoir. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est retrouvé face à des gens qui nous sortaient, qui nous demandaient de l'argent, c'est-à-dire des gens qui, soi-disant, étaient des officiels. Donc, c'était bakchis sur bakchis sur bakchis. Attends, je vais te présenter mon cousin. Là, il bosse avec le Hokoma, il n'y a pas de souci. Non. Au bout d'un moment, on travaille avec des contrats, avec des sociétés. On travaille pas avec des corrompus ou avec des gens qui veulent se faire graisser la patte. Donc c'est très compliqué parce que ça engage une équipe, ça engage du travail. On est là pour faire un film, on n'est pas là pour graisser la patte à des gens. Basta. Et au Maroc, ils ont les infrastructures. Je suis désolé. J'adorerais que l'Algérie demain soit un pays où il y a des vraies infrastructures, où on peut tourner normalement avec des vrais contrats, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est regrettable. Oui, très. Ouais. Audrey. Sans contextualiser la réplique dont je vais vous parler là maintenant, parce que sinon, là, pour le coup, je vais spoiler le film. Vous faites dire à un de vos personnages, l'Algérie, c'est la France. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? C'est une note d'ironie. Parce que il a encore voulu choquer, quoi. Non, j'ai pas voulu choquer parce que y a un personnage qui dit à un autre, vous avez trahi la France. Parce que ce personnage est passé du côté algérien. Et l'autre lui dit, mais comment aurais-je pu trahir la France puisque l'Algérie c'est la France? C'est de l'ironie, c'est juste de l'ironie.
Basta. C'est aussi simple que ça. Et ce personnage est complètement cynique, il est fou, et forcément, il est bon pour sortir ce genre de réplique. Mais c'est pas moi qui parle forcément à travers lui. Quand j'écris un personnage de tueur qui dit des saloperies, c'est pas moi, Abdelraouf Dafri. Oui, ça veut pas forcément dire que vous le je me pensez. mets à la portée du personnage. Mais il y a des choses qui sont dites dans le film que j'assume totalement et qui sont un discours personnel et mon point de vue. Mais je me mets à la portée du personnage. Quel est l'adjectif que vous choisiriez pour qualifier la relation franco-algérienne? C'est une relation à part, unique. Je t'aime moi non plus. Oui, mais je vais vous dire un truc. Si c'est du je t'aime moi non plus, c'est du côté français. Du côté algérien, le peuple algérien, il est apaisé. Il a d'autres problèmes. Avec la guerre coloniale, quand vous parlez avec des Algériens, et je l'ai vécu quand je suis allé là-bas en 2010 pour présenter mon film que j'ai écrit, Un prophète, j'étais là-bas avec Tahar Rahim. Quand on parlait avec les Algériens, ils savaient qu'on était des Français d'origine algérienne. Ils disaient « Ah, la France, c'est super. Ici, on est bien. On a eu des problèmes un jour, mais bon, ça s'est réglé. Ils sont partis. Maintenant, on est maître de notre destin. On se débrouille. » Les Algériens n'ont aucune rancune vis-à-vis de la France. Ils n'ont pas d'amertume. Ils sont pas dans un truc. Alors, ils aimeraient bien qu'on en parle un peu plus. D'ailleurs, mon film est dédié au peuple algérien. Et c'est écrit dans les deux langues, ma dédicace, en français et en arabe. Donc, les Algériens n'ont pas de problème. Il y a en France, en revanche, des gens qui n'ont toujours pas encaissé qu'ils ont dû quitter un jour un pays qui n'était pas le leur et qu'ils avaient martyrisé. Et que leurs ancêtres avaient martyrisé. Donc, à un moment, il faut se remettre... Mais la relation je t'aime moi non plus, elle vient pas du côté algérien. Parce que les Algériens sont apaisés. Maintenant, ils ont d'autres problèmes. Dans un instant, ma chère Audrey, on termine cette émission avec les 5 dernières minutes. Ah, il va falloir être bon. Et j'espère, mesdames, messieurs, que, en tout cas, et j'en suis même certain, il vous a donné envie d'aller voir son film. Demain, il sort. Demain, 22 janvier, dans les salles de ciné. Le film 1500 impurs, 42 salles en France. Quand même quitte à faire quelques kilomètres, ça vaut le coup. Est-ce que ça suscitera, est-ce que ça créera une certaine polémique? On verra, on va en parler avec Abdelraouf Dafri dans un instant sur France Maghreb 2 pour la dernière partie, les 5 dernières minutes du Grand Forum à suivre. Le Grand Forum, et on a passé, Audrey, un excellent moment qui va bientôt se terminer avec Abdelraouf Dafri, mais j'en suis sûr, il reviendra. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et puis surtout il y a beaucoup d'actualités. Justement, ma question que j'ai envie de vous poser, au-delà de ce film qui sort demain, 1500 impurs, quels sont vos projets à court et moyen terme, Abdelraouf Dafri? Est-ce que vous allez continuer dans la réalisation ou revenir à votre métier de base en tant que scénariste? Quel va être votre chemin de cette carrière déjà vraiment extrêmement remplie? Alors, je vous explique, c'est très amusant parce que je n'en ai pas encore fini avec l'Algérie. Ouais. Le 3 février de cette année en Allemagne, Frédéric Jardin, qui avait déjà réalisé des épisodes de la série Braco sur la saison 3 et sur les 2 derniers de la saison 4, Frédéric Jardin, sur un texte que j'ai écrit, c'est 4 épisodes pour la chaîne Arte, ils seront diffusés au mois d'octobre et ça se passe en Algérie et en Allemagne. C'est une histoire sur fond de coup d'État sur les ventes d'armes entre l'Allemagne et l'Algérie d'aujourd'hui. Et ça parlera allemand, arabe, français et anglais. C'est une série de 4 épisodes de 45 minutes. Elle se tourne à partir du mois de février. Elle se tournera hélas bien sûr au Maroc. On n'a pas pu avoir les visas. Là encore on a essayé d'y aller. Mais bon, pas possible. Donc on tournera en Allemagne et au Maroc. Ça parlera, comme dans mon film, en algérien. Et ce sera diffusé je pense au mois d'octobre sur Arte. Et ça s'intitule Paix à leurs armes si on ne change pas de titre d'ici là. Audrey, la dernière question. Moi, j'avais juste une dernière question que je voulais vous dire juste avant celle de Christophe. Comme vous le disiez tout à l'heure, dans la création de vos personnages, c'est pas forcément ce que vous pensez. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le personnage qui vous ressemble le plus? Dans ce film, celui qui me ressemble le plus, ça va vous surprendre, c'est Assia Bentaouda. Ah oui, effectivement, je suis très surprise. Parce qu'elle fait tout pour sa mère. Ah oui, ok, d'accord, je comprends. Abdelraouf Dafri, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui ce soir et qui vous ont écouté parler excellemment bien de votre film, de ce qui va sortir demain pour le grand public, pourquoi il est important d'aller voir ce film, Abdelraouf Dafri? Je vais vous dire pourquoi il est important que ce film marche. C'est pas une question d'argent. Mon producteur en a perdu en le faisant, faut le savoir. C'est important parce que je vais vous expliquer, si tous les Français d'origine maghrébine, qui soient algériens, et quand je dis maghrébine, j'englobe le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui sont des pays frères.
et qui font partie du Maghreb. C'est aussi simple que ça, c'est l'Afrique du Nord. Et ainsi que les Français, les autres qui viendront aussi, parce que beaucoup sont excités à l'idée de voir le film et de découvrir des choses, eh bien ça va faire que le film va marcher et que les exploitants de salles par la suite se diront « Ah bah tiens, ça nous attire du monde ». Tout se passe bien, la vie est belle, et puis même les producteurs se diront il faut faire d'autres films sur la guerre d'Algérie parce qu'il y a encore beaucoup à dire, et vraiment il y a encore beaucoup à dire, et j'aimerais moi faire un jour un autre film sur la guerre d'Algérie, et en particulier aussi sur la première guerre d'Algérie, celle d'Abdelkader contre l'armée française, Lucien de Montagnac. Et est-ce que il y a aussi cet objectif de créer une certaine polémique peut-être, et d'installer peut-être au-delà du film le débat au niveau national, à l'image de ce qui s'est passé pour Indigène par exemple? Indigène ne se déroulait pas pendant la guerre d'Algérie, il se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale. Non mais sur le fait de justement... Mais la polémique, le débat. Moi je cherche pas à créer de polémique, c'est le sujet en lui-même. Dès qu'on dit guerre d'Algérie, tout le monde s'arrête de manger à table. C'est vrai que c'est pas le sujet le plus à la mode, c'est pas le sujet le plus convivial quand on discute, mais ceux qui créent la polémique sont ceux qui ont un problème avec l'histoire. Il n'est pas question de demander aux jeunes Français d'aujourd'hui et aux autres de se repentir ou de s'excuser. Là n'est pas la question, mais bordel, on peut au moins parler de ce qui a fait 130 ans de l'histoire de France, et ce truc qui a fait 130 ans de l'histoire de France, c'est l'occupation en Algérie, et cette guerre a duré 8 ans alors que la Seconde Guerre mondiale a duré 4 ans, et il y a plus de films sur la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y en a sur la guerre d'Algérie qui a duré le double. C'est dément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on sort de votre film, on ne peut pas rester indifférent, et on est obligé, mais vraiment obligé de se poser des questions et d'avoir envie d'en savoir plus. Ma toute dernière question, Abdelraouf Dafri, parmi toutes vos œuvres, en dehors de celui qui sort demain, parce que je suppose que c'est quelque chose dont vous êtes très fier, et il y a de quoi, quelle est l'œuvre dont vous êtes le plus fier en tant que scénariste? Les 2 films sur Jacques Messrine. Ah oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça a été la première fois, c'était ma première commande. C'est Thomas Langman qui m'a engagé, qui est venu me chercher, qui a insisté pour que je les fasse. J'ai travaillé avec Vincent Cassel et Jean-François Richer. C'était déjà des professionnels confirmés. Moi, je débutais dans le métier. Et ils m'ont traité avec un respect et une élégance des princes. Voilà, et ça j'oublierai jamais. Et on a fait 2 films, et ces 2 films ont fait 4 millions d'entrées, le public y est allé, et aujourd'hui encore il y a des tas de jeunes qui me disent j'ai adoré les Messrine. Oui, ça reste une référence, hein. C'est les films qui me touchent le plus. Et puis Prophète, moi, qui m'a marqué. Ah, très très bon film. Ah oui, vous avez, on le rappelle d'ailleurs, reçu un César. On ressent une certaine émotion lorsqu'on reçoit un César, Abdelraouf Dafri. Est-ce que vous aviez préparé votre discours? Non, j'avais rien préparé. Je pensais pas que j'aurais quelque chose. Déjà pour commencer, je suis venu, voilà, j'étais invité. Les mains dans les poches. Ouais, je suis venu. Vous savez, moi, je m'exprime comme chez vous ici. J'ai pas besoin de notes. Je sais ce que j'ai à dire. Donc, quand ça m'est tombé dessus qu'il fallait monter sur scène, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est ma mère. Ouais. Et je me suis exprimé à elle en arabe. Et je l'ai remercié en arabe sur la scène du Châtelet avec mon César à la main. Magnifique. Oui. Le film sort demain, messieurs dames. Le film s'appelle 1500 impurs. On rappelle demain pour les Parisiennes et Parisiens, 9h, première projection à 9h à l'UGC Cité Ciné des Halles. Et il y aura évidemment 42 salles sur tout le territoire. Il y en a quelques-unes en banlieue parisienne, à Marseille et à Clermont-Ferrand. Toute la liste à retrouver sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum, ma chère Audrey. Oui. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. On a passé un excellent moment, et un grand merci à Abdelraouf Dafri, et je vous souhaite tout le succès du monde pour ce film 1500 impurs et pour toute la suite évidemment de votre carrière. Et j'espère que vous reviendrez très vite ici. Vous êtes chez vous, cher Merci Abdelraouf. Christophe, merci Audrey. Merci Abdelraouf. Retour demain sur France Maghreb 2 pour évidemment votre grand forum. On reprend notre circuit habituel, j'ai envie de dire, l'actualité. Et oui, elle nous fait parler tous les jours entre 16h et 18h. Bonne soirée à tous et à demain.